La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui s'amuse avec des bananas. Bonsoir, bonjour, bonne matinée, bon appétit à tous, bonne route, bons embouteillages. Je suis One A Pied et je vais vous parler de bande dessinée pendant environ 1 heure. Et pour ça, j'ai décidé de me faire accompagner de mon compagnon préféré. Oui, je m'accompagne de mon compagnon. L'homme qui fait ho 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 comme le Père Noël, il anticipe. Thio! Bonsoir, mon mignon alors on va t'appeler, hein, c'est ça? Oui, Les bananas, oui. le... Non Banana. donc je suis ton compagnon, ça fera plaisir à ta femme, ça. D'accord. Pourquoi Banana? Vous avez pu le constater au son des derniers épisodes, c'était un peu de la merde. Et là, on a décidé d'être prudent, de faire gaffe, de mettre les micros à l'endroit. Et en plus, on essaye une nouvelle technique, qui s'appelle un nouveau logiciel qui s'appelle Voicemeeter Banana, qui devrait nous permettre de faire des trucs bien ou pas. Donc si vous avez du son de merde, vous pourrez choper le gars qui a fabriqué ce logiciel. Là, en plus, il est français, vous pouvez aller chez lui et lui péter la gueule. Même s'il met son logiciel dispo gratuitement. Et si ça marche bien, je lui donnerai peut-être des sous. Parce que c'est un donationware. Voilà. Mais on s'en fout de la technique du One A Club. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de quoi on va parler. Thio vient nous parler de sa rubrique de crowdfunding. Pas moins de 6 plus un bonus. De 6 chroniques plus un bonus, parce que de 6 plus un Oui, bonus... je sais, mais je parle trop vite. Il manquait des mots. Je manque des mots. Il manque des mots, oui. Ensuite, on va faire donc des chroniques où on va parler donc de quoi? Mais de Fiction Squad. Ensuite, De Sam et Max, de Jim Hawkins, des Beaux Étés, du Chant du Cygne, de Thermae Romae. Et un petit express, nous parlerons de 2 bandes dessinées, une qu'on suit depuis fort longtemps, et une autre qu'on suit depuis moins longtemps, mais avec beaucoup d'attention. Je crois qu'on a bien teasé, là. On a bien teasé, on peut y aller. Donc, on peut y aller. Attends, je cherche mon bouton, je suis pas encore à l'aise. Online. Alors, mon cher Thio, de quoi vas-tu nous parler? N'oublie pas que tu me fais un geste pour me dire de... Alors en fait, il faudrait que tu me donnes une... Tu vois, j'aimerais bien avoir un son à moi, parce que là, c'est le son du online que toi, tu avais, tu vois. Ah, tu voudrais ton online à toi? Non, je voudrais le son de crowdfunding, tu vois. Je sais Crowdfunding. pas, tu sais, Tu veux que je fasse un jingle, quoi? des pièces qui tombent ou un... D'accord. Ça peut être Cling, sympa, cling, ça. monnaie. Mais ça a déjà été fait. Bon, d'accord. Je vais essayer de te trouver un jingle. Avec Picsou qui saute dans la piscine. Enfin bon, on va commencer tout de suite. Alors déjà, tout d'abord, je suis désolé, je chronique donc des trucs de crowdfunding. La dernière fois, on m'a dit ils étaient déjà tous assurés d'être chez l'éditeur. Donc franchement, on n'en prenait pas beaucoup de risques. Alors cette semaine, enfin quand j'ai préparé, j'en ai choisi qui n'étaient pas en fait financés. Et malheureusement, là, quand vous écoutez ceci, ils sont presque tous financés. Tu as du flair. C'est bon signe. Soit j'ai du C'est flair, que tu es de bons conseils. soit j'ai du flair, soit qu'en fait, il faut que je fasse la préparation la veille de l'enregistrement. On essaiera dans la prochaine splash page d'analyser pourquoi les crowdfunding marchent. Alors, on va commencer tout de suite donc chez Sandoway, donc avec Sanguine. Sanguine, donc au dessin de Sergio Alcala et au scénario de Nathan Legend. Sanguine est l'histoire en fait d'une... J'ai été dans son association, Nathan. Voilà. Quand j'étais jeune à la fac. Voilà. Ouais, sérieux. Mais on en reparlera peut-être en antenne. C'est une anecdote rigolote. Ok. Bon, donc on va suivre donc l'histoire de Senga, une jeune fille farouche qui va devoir en fait connaître le rituel de l'excision en fait, et qui va, on va dire un petit peu se révolter et qui va parcourir, on va dire l'Antiquité parce que c'est le moment où se passe l'histoire. Pour 20 €, vous avez le bouquin. Pour 30 €, vous avez le bouquin plus un petit livre exclusif avec un ex-libris. Pour l'instant, il reste encore 2 possibilités pour avoir le bouquin à 20 €. Les dessins sont, je trouve, très jolis et l'histoire a l'air sympa. C'est en 2 tomes, donc voilà, à suivre. Un petit tome bien sympathique. Ouais, de ce que j'en ai vu, ça a l'air intéressant. Les dessins sont bien sympathiques. Faut voir ce que donnera l'histoire, mais c'est toujours la surprise avec le crowdfunding. Exactement. Après, on passe donc chez... T'as des jingles? Eh ouais, j'ai le jingle, mais Oui. tu vois, je suis pas encore rodé, excuse-moi. Ouais, vas-y. Donc après, on passe chez Kickstarter, donc pour 321 Fast Comics volume 2, qui est fait par Philippe Ecagno. C'est pas 3 to 1? Moi, j'ai dit 321 parce que je le fais à la française.
Peut-être c'est Street One si tu as envie. Moi, Ouais. c'est 321 ou D'accord. 321 si tu as envie. Mais en même temps, on s'en fout un peu quand même. Hein. Ouais, c'est Donc, vrai. alors, le principe, c'est 3 pages par histoire, 2 personnages dans l'histoire et un retournement à la fin. Voilà. Et donc, plusieurs petites histoires dans le bouquin. Donc, du coup, plusieurs dessinateurs, plusieurs styles graphiques. Et je trouve que le principe voilà, d'une histoire en 3 pages avec 2 personnages et un petit retournement de situation à la fin, c'est sympa. Ouais, on a un côté un peu oubapo qui a l'air bien sympathique et les styles sont suffisamment variés, je pense, pour que chacun y trouve son plaisir. Parce que visiblement, voilà, on a trouvé il y a du sans texte et du avec texte, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et là aussi, pour 20 ou 30 euros, vous pouvez vous en sortir avec... pour 25 euros, vous pouvez avoir le bouquin. Ah, au fait, bien évidemment, je passe les paliers en dessous où il n'y a que du download. Oui. Voilà, je parle du bouquin physique chez vous, dans le monde entier. Et voilà. Tu m'as fait le geste, Eh ouais, mais je je t'ai fait sentais le geste. que... Non, en fait, je t'ai fait le geste, mais c'est que le geste... tu il en vois, toi aussi, tu te coupes la parole tout seul avec Ouais. le jingle. Bon, enfin, c'est pour vous dire qu'il lui reste une vingtaine de jours et que le projet est déjà financé, donc il va y avoir que des bonus dessus. Après, on passe à Lunar Baboon. Alors, Lunar Baboon, c'est déjà quelque chose dont nous a parlé Oui, c'était une de mes recommandations le One comics. IP qui nous avait en fait parlé de ça de online. Donc là, ils font le Lunar Baboon volume 2. C'est les discussions en fait de Chris Grady avec les échanges entre lui, son fils, sa femme, la vie au quotidien, des sortes de réflexions sur la vie, sur ce qu'ils font, enfin des trucs drôles. C'est court, c'est un peu geek, c'est souvent très tendre, très 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 sympa. Voilà, c'est un très beau regard sur la parentalité. Donc là, ce sera pour 25 ou 35 euros en fonction de dollars, en fonction de ce que vous cherchez en fait dans les Bonus. bonus. Et là, on passe au premier album d'Edmond Gruick, qui est donc fait par Jean Benoît. Edmond Gruick, c'est qui ? C'est un cochon philosophe. Alors, pour avoir regardé un petit peu, moi, ça me faisait penser très fortement à du... je suis désolé de faire la comparaison, mais à du Le Chat. Ouais, de Geluc. Voilà. Mais j'ai trouvé ça mignon, attendrissant, drôle. Je me suis dit, voilà, autant le mettre en avant, parce que ça a l'air sympa. Oui, en gros, c'est un cochon qui parle tout seul, face cam, on va dire, en un dessin, comme le chat, mais par un autre auteur, donc un apport au genre. Voilà. Pour 25 euros, vous pouvez avoir l'album avec des remerciements et de marque-pages. On retourne chez Kickstarter. Alors là, pour un projet qui n'est pas financé. Oui, mais le sera-t-il dans les 3 jours qui vont suivre, c'est-à-dire jusqu'à notre diffusion? Non, parce qu'en fait, il restera à notre diffusion, il restera environ encore 1 mois de financement et ils en sont à 25%. Alors donc, de quoi ça parle ? C'est Lovecraft Paranormal Investigator. C'est Lovecraft, donc forcément, moi, Lovecraft, l'univers de Lovecraft, j'adore. Même quand c'est nul. Donc là, je dis pas que non, Lovecraft, ça n'a jamais été nul. C'est juste que des fois, c'est un peu redondant. Donc là, ce sera la sortie en fait de 3 comics autour donc justement d'enquêteurs sur les affaires de Lovecraft. Les couves déchirent leur maman. Oui, les couves sont super belles. Les couves, elles sont absolument splendides. Le dessin à l'intérieur, bon. Ça a un petit côté un peu plus amateur. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu moins bien, mais bon, je pense que ça peut être un truc sympa. Ouais, le côté enquête, Lovecraft, enfin, ça fait plus jeu de rôle Cthulhu que Lovecraft, j'ai l'impression. Ouais, mais franchement, Oui, on a un chat qui est en train d'agoniser dehors, ouais, si voilà, vous l'entendez, vous inquiétez pas. Il veut mourir dans la fenêtre, en fait. Ouais, mais le profond est quand même vachement bien réussi. D'accord. Et enfin, notre dernière chronique sur du crowdfunding, toujours chez Kickstarter, Torchlight Lullaby. Ah. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est un chouette titre. Par Ryan Fisher, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui, en fait, est obligée, on va dire, d'affronter ses peurs dans le monde des rêves. Voilà. Et du coup, ça a l'air assez poétique. Le dessin est très mignon. C'est très kawaii. Ouais, un petit côté Scotty Young que j'aime bien. Ouais. Mais voilà, c'est très joli. Et là aussi, ça y est, c'est financé. Donc du coup, tant mieux. Donc là aussi, pour $25, vous pourrez avoir votre petit format papier envoyé all around the world. C'est bien cool tout ça. Et donc là, nous allons parler donc du phénomène qui a été Phénomène français. enfin de San Francisco.
Oui, Et qui est San paru- Francisco. San Francisco, qui est paru je crois, dans Le Monde. Il y a un article dans Le Monde. Oui, Il y a des articles dans la presse locale américaine. Enfin, je veux dire, c'est fou. Donc Laurel, jeune illustratrice, enfin bon maintenant moins forcément parce que ça fait longtemps que je la suis, que j'avais découvert dans Spirou. Elle travaillait avec Melaka et Chat dans des styles très différents dans 33 rue Carambole. Illustratrice qui est partie bosser dans une boîte de jeux aux États-Unis avec son compagnon, qui ont monté la boîte ensemble avec d'autres personnes et nous raconte un peu tout ça dans Comme Convenu. Elle a prépublié tout ça sur son site internet, son Tumblr, sur Twitter, enfin vous pouvez le lire de partout, c'est lisible et c'est encore accessible en ligne. C'est très 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 bien, il y a déjà quasiment 250 pages je crois qui ont été publiées en ligne. Le bouquin est prévu en 2 fois 250 pages et là le crowdfunding concerne le premier. Et ça a été un carton phénoménal. La bande dessinée est très sympa, même si je l'ai lu, j'hésite à aller encore sur le crowdfunding, je pense que je vais craquer vers la fin. Parce que voilà, c'est un bouquin super intéressant qui touche vraiment un public très large, alors que Laurel, beaucoup de gens la voient dans ce qu'elle publie comme quelque chose de très très jeunesse, et dans ce qu'elle met sur son blog. Les carnets de cerises, par exemple. Hein? Cerise. Ouais, cerise, pas les carnets de cerises, cerise. Cerise. Faut Pardon. pas confondre les deux. Oui, excuse-moi. C'est un peu Cerise. compliqué pour le coup. Voilà, donc et ça c'est une BD vraiment très très sympa avec un style graphique très cool qui mérite d'être suivi. Et si on vous en parle, c'est parce que comme dans la splash page suivante qui va venir, nous allons vous parler du crowdfunding et du succès des campagnes. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui explique le succès phénoménal. Je sais pas à combien de pourcents elle en est je sais pas, des Énorme. milliers, Je ouais, crois que elle a dépassé les 400 ou les 500%. elle est à 1700, un truc comme ça, un truc comme ça. Oui, non, c'est de ce qu'elle demandait. Bref, on en reparlera plus tard parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble moultement intéressant. Et je vous recommande de toute façon d'investir dessus. Et tout de suite, on va vous parler donc de Fiction Squad. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que maintenant on est timé. Fiction Squad, en fait, on va suivre les enquêtes de Frankie Mac, un détective qui s'est retrouvé dans le Bois des Contes. Alors le Bois des Contes, c'est quoi? C'est une... Alors, ils disent forêt enchantée, moi je dirais plutôt c'est une ville enchantée. Voilà, c'est la ville où on retrouve tous les personnages de contes, d'histoires, tous les personnages qui ont été inventés et qui se retrouvent dans cette ville-là où il se passe des choses étranges. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Voilà, c'est le monde des contes de fées. C'est le monde des contes de fées. C'est exactement. En fait, on se retrouve avec je vais faire un petit parallèle avec notre inspecteur dans Qui veut la peau de Roger Rabbit quand il va à Toonville. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est ça. Le gars, lui, enfin le héros vient du monde du policier et comme il a fait une grosse connerie dans le monde du policier, il s'est cassé dans le monde des contes. En gros, c'est le pays des histoires en fait, là où ils vivent. Voilà. Et donc du coup, il se retrouve à essayer un petit peu de résoudre les enquêtes. Les enquêtes et les meurtres qui peuvent se dérouler dedans. Donc on va voir tout en gérant les conflits. Il va gérer tous les conflits, sauf que forcément le maire n'est pas de cet avis parce que lui il essaye de gérer tout le monde, c'est-à-dire les sorcières d'un côté et les dames de l'autre. Les dames de cartes. Les dames des cartes, oui. Et puis voilà, il va être aussi un petit peu secoué par les valets d'une des dames. Enfin voilà, on se retrouve vraiment dans un bon polar. Alors au départ j'ai été assez fan en fait, surtout de la couve parce que ça me faisait penser énormément à du Humberto Ramos. Exactement. C'est un spin-off d'une série dessinée par Humberto Ramos, donc c'est normal qu'il soit allé vers le même côté graphique. La série originale, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on n'a pas lu, hein, donc on a acheté un spin-off, enfin on a demandé à Glénat un spin-off. Je suis pas sûr qu'on l'aurait forcément acheté sur le coup. Si, toi, si, t'aurais craqué. Mais c'est bizarre que t'aies pas craqué sur le spin-off d'ailleurs, sur la série originale pour le coup. Écoute, je suis pas tombé dessus, ou tu vois, je suis passé au travers. Mais dans tous les cas, voilà. Donc au scénario c'est Paul Jenkins, au dessin c'est Ramon Bach. Donc Paul Jenkins qu'on connaît pour Révélation qu'il a fait avec Humberto Ramos. Quel talent. Et franchement, moi je pense que c'est une bonne petite série. Donc là, le tome 1 est déjà paru. Le tome 2 aussi. Et le tome 3 doit paraître au cours du mois d'octobre. Bientôt. Moi j'ai trouvé ça sympa. Alors je trouve que le dessin, dans le côté cartoony, a quelques faiblesses. Et enfin, j'ai pas trouvé ça grandiose. L'intrigue est cool, mais c'est un peu léger. On s'y perd un peu avec. On a l'impression que on va essayer de vous caler un maximum de personnages au milieu. Mais tu sais pas trop où ça veut en venir, ce que ça va raconter comme enquête policière. Le côté polar noir est pas super réussi, je trouve. J'ai pas accroché. J'y vois des qualités,
Mais ouais, non, j'ai pas accroché du tout. Ah ouais, hein, là, On n'est pas d'accord, quoi. Ouais, vas-y. Alors vas-y, défends ton beefsteak. Je défends mon beefsteak. Moi, je trouve que c'est vraiment une. Enfin, alors, c'est sûr, c'est peut-être pas la série de l'année, mais je trouve que tu passes un très bon moment. Et surtout, ce qui est, moi, j'ai trouvé amusant, c'est d'essayer de chercher justement les différents personnages que l'on rencontre, de quel conte ils sont tirés. Parce que tu croises des personnages donc du Magicien d'Oz, tu en croises d'autres donc justement de Alice au Pays des Merveilles, tu en croises vraiment de différents mondes, sans compter aussi les personnages juste, entre guillemets, des fêtes, des différentes fêtes américaines, quoi. Donc c'est fun. Moi j'ai trouvé ça assez fun, assez bien mené. En plus à la fin on a donc des petites couves bien jolies. Les couves dernières, c'est qui les dessine, je sais pas, mais ça déchire. Je crois Ramon que Bach, ouais. non, c'est ça, je sais plus. Non, Je crois que c'est les couves additionnelles en fait. Bon bah déchire ces couves dans un autre style. C'est des couves alternatives, voilà. Par Michael Dialinas. Voilà, bah il fait de très jolies couvertures. Mais ça peut être, je pense, une bonne série à suivre. Donc là, a priori, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de prévus. Donc on aura la fin de l'histoire en 3 tomes. Et c'est, je pense que c'était Fairy Quest que tu voulais me dire, non? Oui, c'est ça, c'est Fairy Quest, la série dans le même univers. Parce que ça, en fait, ils disent que c'est 2 séries pour petits et grands. Moi, j'ai été un peu perturbé. Paul Jenkins, pour moi, est meilleur scénariste, quoi. Il a des scénarios qui sont plus fluides, qui coulent plus naturellement. J'avais lu beaucoup de trucs de lui, hein, du truc très noir, du Spawn, du polar aussi, hein, bien sympa. Et là, bah, ouais, je trouve que le côté un peu gentillet de son monde colle pas. Il y a quelque chose, on a l'impression que il a voulu coller sur sa thématique, ce côté un peu gentil qui mais va justement, pas. le côté gentil, il n'est qu'une apparence. Parce que Oui, tu vois, mais ça marche pas. Tu vois vite quand même qu'il y a un côté très sombre, il y a un côté très politique, justement, dans la ville des contes de fées, quoi. Ouais, et puis il y a des trucs qui marchent pas. Il y a une ficelle très très grosse sur un méchant mystérieux. Il y a, c'est pas une ficelle, c'est une corde de pendu, tu vois. Elle est, je veux dire, c'est une corde de baobab, quoi. Bref, j'en étais un peu. Tu vois le truc dont je veux parler, j'imagine. Je vois bien, mais enfin, en même temps, c'est pas non plus. Est-ce que tout est là? Non, tout ne tient pas à ça. Tout ne tient pas à ça. Ça m'a pas. Il y a peut-être des faiblesses, mais graphiquement, moi, voilà, juste déjà pour le côté graphique et puis pour l'histoire, c'est quand même pas mal. Bon, après, t'as le droit d'avoir aimé. Hein. Et puis en même temps, il y a quand même des boobs. Alors du coup. Alors pour le coup, justement, je trouve que c'est un peu gratos. J'avoue. Ouais, non, mais attends. Attends, là on est dans du bonus, hein, on a déjà ouais. dépassé la chronique. Hein. Mais excuse-moi, mais justement, que des personnages justement de contes de fées aient un petit peu un physique avantageux et on arrête. Mais ils ont tous un physique avantageux. Tu sais pas une fille quelconque. C'est toutes. Elles ont toutes des boobs gros comme leur tête, quoi. Je t'en trouve tout de suite une. Regarde, il y a Ted. Il y a Ted l'ourson. Il a pas de boobs. Ouais, non, bravo. L'ourson. Ensuite, ensuite, le petit chaperon rouge, il a pas de boobs. Ouais, effectivement. Voilà. Oui. Eh ben oui, bon, monsieur. à part La ça, sorcière a pas de boobs. tu en fais quoi? Ouais, elle est moche. Ouais, mais c'est la sorcière d'émeraude en plus. Tu en fais quoi? Bah, j'en fais quoi? Ben, moi, je la garde avec ma petite collection déjà d'Humberto Ramos. Ouais, tu le recommandes? Moi, franchement, je le mettrais bien entre les mains de moi. Je me le recommande à moi-même. D'accord. Bah, moi, là, je l'ai. Là, tu vois, qu'est-ce que j'en fais? Si je l'ai, je l'offre parce que je pense que ça peut trouver son public. La preuve, ça t'a plu. Mais je te l'offre, en fait. Voilà ce que je fais. Oh, c'est cool. Ouais. Tu sais que là, je pense que nos auditeurs, ils sont super aidés, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Ben, moi, je le garde et toi, tu me l'offres. Cool. Des mecs sympas. Sam et Max, Freelance Police. Alors, Sam et Max, sorti chez Onapratut. Sam et Max de Steve Purcell, c'est vraiment quelque chose de très 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 compliqué à décrire. Le scénario, ça ressemblerait presque à un ovni en fait. Oui, c'est vraiment un ovni et moi c'est pour ça que j'adore. Non, un ovni, rappelle-toi. Oui, un objet bédéphile non identifié. On va suivre Sam et Max. Sam, c'est un chien sympathique, un peu gouailleur, à cool, qui fait partie de la police freelance avec son pote Max, qui est un lapin avec des dents pointues et qui est ultra violent. Parce que il est violent. Il est un peu soupolé, quoi. Ouais, voilà, il s'énerve facilement, il pète la gueule aux gens. C'est un lapin. Donc, mais quand même. Voilà, faut pas l'embêter. C'est un peu le lapin de Kernabug, tu vois, dans Sacré Graal. Et donc, ils vont avoir plein de petites aventures, de courtes histoires,
où c'est de l'absurde total, où c'est des enquêtes, où ça part en vrille, où c'est n'importe quoi et ça part dans tous les sens. Alors moi, Sam et Max, c'est une BD que j'ai découverte en jouant aux jeux vidéo de Lucasfilm Games il y a fort longtemps, les gens qui avaient déjà commis Monkey Island. Donc c'est de là que je connais Sam et Max. Dans les Monkey Island, il y a même des clins d'œil. Hein. Il y a Max qui est représenté sur certains tableaux et tout. Enfin voilà, il y a plein de trucs très sympas là-dedans. Steve Purcell en fait travaillait pour Lucasfilm Games. Il a fait les couvertures, il a fait plein de très jolies choses. Et à côté, il faisait ça pour le fun. Il en a fait quelques BD. Et c'est pour ça que ça a amené l'adaptation. Et là, en gros, c'est une sorte d'intégrale de tout l'historique de Sam et Max sur des années et des années. Par exemple, Steve Purcell travaillait dans un magazine qui était le Star Wars magazine américain, dans lequel il publiait 2 planches en couleur liées au thème du Star Wars magazine en question. Et donc, on a quelques gags de Sam et Max liés à Star Wars. La licence Sam et Max, quand il a quitté Lucasfilm Games, qui s'est cassé la gueule, a été reprise par Telltale Games. Il allait travailler là-bas. Donc Telltale Games, c'est ceux qui ont fait le magnifique The Walking Dead. Avant ça, ils avaient fait d'autres jeux. Game of Thrones aussi. Et oui, le Game of Thrones. Avant ça, ils ont fait d'autres choses, dont des jeux nouveaux Sam et Max. Et il avait fait des petites BD originales pour l'occasion. Et donc là, on retrouve de tout, avec un style graphique qui évolue beaucoup au fur et à mesure du temps, surtout que les BD sont dans un ordre pas très chronologique. Et qui vont du sympathique, même si c'est un côté bordélique assumé, je pense. Le côté bordélique est très assumé, il y en a dans tous les sens. Dans les planches. Non, c'est enfin, alors, est-ce que tu peux essayer de préciser un peu le terme bordélique? C'est bordélique, c'est-à-dire c'est l'histoire, c'est n'importe quoi. Les histoires, c'est du nawak. Non, mais c'est du nawak, c'est-à-dire que ça part, il y a ça ni queue ni tête, ou il y a quand même un fil conducteur dans l'histoire. Alors, chaque histoire courte a son fil conducteur. Voilà. Mais après, c'est des histoires courtes. C'est un recueil de nouvelles, j'ai envie de dire. C'est ça, oui, non, mais après, c'est bordélique dans le sens où, dans les cases, c'est le bordel. Et puis, les décisions des personnages, c'est absolument, politiquement, totalement incorrect. Tu veux dire que ils veulent exterminer des races entières parce que c'est pas grave? C'est ça. Ouais. Et c'est c'est génial. Il y a un c'est moment. C'est les mecs qui sont drogués complètement, c'est trop bien. Ouais, t'as l'impression en fait que c'est un lapin sous acide, quoi. Ouais, totalement. Alors, il y a des histoires qui sont quand même complètement barrées que tu te dis, mais... À un moment, ils vont dans l'espace. Il y a des cafards de l'espace qui sont dans une ville de cafards de l'espace. Là, ils se rendent compte qu'ils peuvent respirer. Alors, ils enlèvent leur casque. Et puis, c'est cool. Et puis, voilà. Graphiquement, quand je dis que c'est très généreux, c'est-à-dire qu'on a un style très cartoony, qui va bien avec l'ambiance des personnages, mais surtout, il y en a dans tous les coins des cases. Et les cases, on a l'impression qu'ils essaient de remplir avec un maximum de détails, de choses, de petits trucs à gauche, à droite, de cadavres au fond des ruelles, qui sont là depuis longtemps parce que, en fait, ça permet de créer l'ambiance, tu vois. C'est ça. Et puis, je trouve qu'ils ont un voisin de palier, de palier qui est exceptionnel aussi. Vas-y, tu peux nous en parler un peu du voisin de palier? Le voisin de palier, je crois qu'il est... il bosse pour un prêteur sur gage ou un truc comme ça, et il va récupérer les thunes, et donc il tape les gens chez lui, et puis il discute tranquille pendant qu'il fait ça, en disant bonjour à ses voisins, il fait la causette, quoi, sympathique, en éclatant la gueule d'un mec. Ouais. Et puis la fois d'après, on lui explique qu'il serait bien qu'il dépende le gars qui est sur son palier, ou un truc comme ça, enfin... voilà, Sam et Max, c'est vraiment un ovni, mais si vous aimez la littérature complètement barrée, les trucs un peu absurdes... Et puis si vous avez aimé cet humour LucasArts, parce que là on est vraiment dans cet humour LucasArts qui, si vous avez aimé l'humour de Monkey Island, je pense qu'on en est assez proche sur certains points. Et puis un côté méta, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au lecteur. Il brise le quatrième mur très régulièrement. Ils sont conscients d'être dans une BD de n'importe quoi. Ils se battent pour répondre au téléphone à chaque fois. Enfin, voilà, moi j'adore. Toi, c'est plus difficile. Moi, ça a été plus difficile. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'aussi d'une part, j'avais pas aussi ton vécu vis-à-vis de Sam et Max. Comme j'avais pas ton vécu vis-à-vis d'eux, forcément, peut-être que ça m'a déjà moins emballé d'y rentrer. J'y suis rentré difficilement, mais j'y suis rentré. Voilà, c'est complètement loufoque, comme je dis, c'est vraiment un lapin sous acide. Des fois, t'as des décisions à la what the fuck et t'as des histoires qui tiennent vraiment pas la route, quoi. Le but, c'est de faire un gros délire. Mais je pense que de toute façon... Voilà, tout est un gros délire. Mais si tu lis dans cette ambiance-là, en se disant ça, tu peux passer un bon moment. Mais je pense qu'il faut le lire comme un recueil de nouvelles. Quand t'es pas préparé, tu peux pas le lire d'un bloc. Je veux dire, sinon t'as ton cerveau qui explose. Faut lire par petits bouts. Sinon, t'as des bouts de cervelle qui sortent par les narines, quoi. Voilà.
Qu'en ferais-tu? À moi, ça, je le mets à côté de mon coffret Monkey Island Telltale Game avec le dessin de Steve Purcell exclusif tiré en édition limitée. Je sais qu'il y a des gens qui savent où tu habites, tu sais, qui vont venir chez toi et qui vont te piquer ça en fait. Ouais, voilà. Donc non, je suis très fan. Ça, c'est un truc. Et c'est vrai que, alors oui, c'est pas quelque chose que je passerai à tout le monde. J'essaierai de trouver les gars. Ouais, non. En fait, les personnes à qui je pourrais le prêter, je suis pas sûr d'avoir envie de les fréquenter. Voilà. Ouais, c'est un bon résumé. Ouais. Et toi, tu en fais quoi? Moi, je l'achète pas. Ouais. Mais Si on te l'offre là, t'en fais quoi après? Discret. discrètement, je peux même pas le refiler à une bibliothèque parce que ça, comme je dis, c'est pas assez politiquement correct. Mais je pense que je le refilerai à une copine à moi qui aime les trucs un peu destroy comme ça. D'accord. Tu chercherais des amis Destroy pour leur offrir. C'est ça. Mais eux, moi, je les fréquente par contre. Oui, toi, t'as pas de préjugés. Pas comme toi. Jim Hawkins. Et une bouteille de rhum plus tard. Ouais. Voilà. Alors, Jim Hawkins, forcément, va nous raconter l'histoire de Jim Hawkins. l'île au trésor, Stevenson. Ouais, bah, c'est pareil. C'est paru donc chez Ankama. Alors déjà, ça date un petit peu. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Ah tiens, j'ai pas mis le chrono. Désolé. Ouais, sinon, tu vas parler comme moi de Cinemax. Non, mais je l'avais mis pour toi. Oui, c'est vrai. Pour toi, je le mets, pas pour moi. Alors, donc Jim Hawkins. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est. Une BD animalière. Et oui, tous les personnages donc sont des animaux. Notre Jim Hawkins va être un petit lion, jeune et beau, fringant, avec une petite crinière et une petite queue pour l'instant. De cheval. De cheval. Le cheval. Alors, pour vous rappeler l'histoire, eh bien, Jim Hawkins tient avec sa mère et son père une taverne, l'amiral Benbow, qui est en haut d'une colline. Et un jour, il voit arriver un vieux loup de mer, ici, qui est joué donc par un morse. Et ce vieux loup de mer, bah, il part un peu en quenotte, quoi. Visiblement, il n'a pas l'air très sympa, il abuse un peu de l'alcool. Alors, c'est vrai qu'il raconte ses vieilles histoires de marins, mais il attend quelqu'un, il se surveille toujours au loin, voir s'il n'y a pas des bateaux qui accostent. Et un jour arrive Chien Noir. Chien Noir, qui est donc un vieux klebs tout puant. Alors, le personnage s'appelle réellement Chien Noir dans le bouquin de Stevenson. Ouais. Et là, pour le forcément, coup, c'est un chien. c'est un chien, c'est un Noir. Doberman. C'est un Doberman. Et donc, du coup, le Doberman a retrouvé le morse et lui fera la remarque maintenant, il faut qu'il crache ce qu'il sait. Forcément, ça rappelle. Il a la carte de l'île au trésor. Et donc, Jim va piquer la carte, repartir avec le docteur Livesey et va aller voir donc le colonel Trelawney pour ensuite embarquer sur la Fière Hispaniola et partir à la chasse au trésor. En croisant, bien évidemment, le maître cuistot qui s'appelle Long John Silver, qui est joué par un gorille. Long John Silver. Excuse-moi, j'ai pas ta science de l'île au trésor. Je crois que toutes les BD l'île au trésor te sont passées entre les mains. J'essaye en fait. Ouais. C'est vrai que, mais ça c'est pour moi c'est mon roman. Quoi, ouais. Ah non mais je comprends. Alors que dire? Pourquoi je l'ai acheté? D'une part parce que graphiquement j'ai trouvé ça très 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 joli. Au niveau tant du dessin que des couleurs. Oui, Sébastien Vastra assure. Hein. Excusez-moi. Au niveau des couleurs, au niveau du dynamisme, j'ai trouvé ça très joli, très contemplatif parfois. C'est beau, voilà. C'était beau et je me suis dit, tiens, voilà. Ouais, l'île au trésor en version animalière, ça peut être sympa. J'avoue, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'en connais un qui va l'acheter. Eh ben, tu vois, ça n'a pas manqué. Qu'en as-tu pensé? C'est une belle introduction. Hein. Mais alors, c'est une introduction. Hein. Et puis c'est une introduction et puis après je pense que la page d'après celle de la fin ça doit commencer mais sinon c'est une belle introduction. C'est un peu le défaut, c'est très 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 proche du roman. J'ai pas lu le roman ou bien il y a très longtemps j'ai oublié, mais je pense que c'est très très proche du roman et pour une BD de 46 pages couverture couleur ça fait une intro. Et c'est bien, heureusement que je connais la suite de l'histoire, mais ça apporte pas grand-chose au bouquin, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, tu touches le défaut que je voulais relever aussi. C'est alors peut-être pas la faire en un tome, l'histoire de l'île au trésor, parce que franchement, elle est quand même assez riche pour en faire en plusieurs, tu vois, 2 tomes. Mais là, je sais pas en combien de tomes ils sont partis, mais je pense que ils vont nous la diluer, quoi.
Ils vont nous reprendre en fait chaque page et ils vont nous la faire vivre pendant des pages. Bah, alors pour avoir lu une autre adaptation, alors pareil, j'avais pas lu le roman original, c'est Moby Dick. J'ai l'impression que ce qu'a pu faire Chabouté sur Moby Dick arrive à respecter ce côté contemplatif de Moby Dick, mais en condensant le récit. Et là, on a l'impression que il a besoin de ce côté contemplatif-là. Il le fait. Il y a des scènes qui sont très jolies avec des beaux paysages. On voit le personnage qui réfléchit, tout ce que tu veux, mais il n'arrive pas à condenser son récit et donc ça s'étale. Et c'est parfois, tu te dis, oh là, la traversée dure combien de pages dans le bouquin? Peut-être que le prochain bouquin, c'est que la traversée, quoi. Ouais, là, de suite, tu commences à être médisant. Non, mais j'exagère. Tu me connais, j'en fais des tonnes pour pointer les défauts. J'ai trouvé que c'était un beau bouquin, que ça racontait une belle histoire, mais une histoire connue pour le coup. Mais ça apporte pas grand-chose, je trouve, au roman, en dehors du graphisme, qui est sympathique. Surtout le vautour, là, je sais plus comment il s'appelle, qui je trouve un graphisme génial, qui m'a marqué dedans. Le personnage du vautour, celui qui amène la tache noire, je crois. Si. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas Chien Noir, c'est un autre. Ouais. C'est un autre, voilà. Que je trouve superbe graphiquement. Il y a des très belles trouvailles, mais ça se traîne. Et quand on a lu un truc d'aventure comme un Long John Silver derrière, c'est l'aveugle, le vautour. Ça, Long John Silver, ça raconte la suite, mais c'est super péchu à côté. Alors Long John Silver, ouais, tu l'as dit, de toute façon, raconte déjà d'une part la suite. Mais c'est voilà, clairement, encore une fois, on se retrouve avec l'histoire de l'île au trésor, mais on amène, à part le graphique, on amène rien de plus. Alors, c'est logique en soi, parce qu'on va pas refaire l'histoire, même si dans Long John Silver, il avait, on va dire, fait une digression sur qu'est-ce qui peut se passer après. Voilà, mais c'était bien trouvé. Bien trouvé, mais on peut pas non plus faire toujours ce qui se passe après. Par contre, un truc, là, peut-être que ça a déjà été fait, mais il n'y a personne qui a raconté l'histoire de Long John Silver avant. C'est-à-dire, en fait, Long John Silver Junior. Non, mais je veux dire, quand ils ont trouvé le trésor, oui. parce qu'ils étaient tous sur cet équipage, Chien Noir... Ça doit exister, auditeur, si tu connais cette histoire-là, ouais. Si elle existe en roman ou en BD ou quoi que ce soit, si on veut quelqu'un bien savoir ce que c'est, avant. Ça intéresse Thio. Voilà. Mais c'est vrai que, encore une fois, on revient sur un classique, l'île au trésor, mais est-ce que juste le fait de se dire que voilà, on va encore de nouveau chercher le trésor de Bill Bones et on va prendre des personnages animaliers pour le faire. Graphiquement, c'est beau, mais malheureusement, là, l'histoire, on la connaît déjà, donc on peut pas dire qu'on a une originalité là-dessus. Et est-ce qu'on va pas trop la diluer, quoi? Moi, cette BD, je l'offrirais à un jeune ado. Parce que je me dis que justement, si ça l'accroche, cette introduction-là, c'est tellement frustrant qu'il finira par lire le livre, parce que d'ici à ce que Sébastien Vastra arrive à raconter la fin de son histoire, ton ado, il sera adulte. Il sera adulte, il aura eu le temps de lire le livre 40 fois. Voilà, Alors, par contre, moi, c'est vrai que tu vois, ce qui m'a amené sur le bouquin, c'était quand même l'île au trésor, le dessin animé. Oui. Mais qui, du coup, n'a, une fois qu'ils sont sur l'île, plus rien à voir avec le bouquin. Attention, la minute Tizak. Mon petit gars, prends garde à toi, sois courageux, tu connaîtras, je connais plus le reste des paroles. Et il avait une sorte d'animal, c'était quoi? Je sais plus. Un petit ourson ou une sorte de truc. Singe, ou je sais pas. Non, ça ressemblait à une sorte de koala ou un... Enfin bon, une merdouille dans le style, quoi. Voilà. Bon, toi, t'en fais quoi? Tu m'as pas dit? Moi, malheureusement, ça fait partie de mon étagère. L'île au trésor. Le truc, c'est que j'ai déjà, je crois, j'en ai déjà 2 ou 3 différentes de BD qui en parlent. Ouais. Dans des styles très différents. Mais les grands classiques. Les grands classiques. Les grands classiques sur un bateau. T'es en étagère de grands classiques sur un bateau. Mais je pense qu'il y a une étagère que je vais mettre carrément en fait dans un bateau parce que je pense que ça va pas mal. Mais t'es pas très marin, toi. C'est rigolo que ça t'attire autant, toutes ces histoires de bateaux. Ouais, mais j'aurais voulu. Attention, cette bande dessinée est une bande dessinée périlleuse. C'est une bande dessinée de Zidrou et Jordi Lafèvre. Et nous avons déjà parlé il y a très longtemps d'une autre bande dessinée de Zidrou et Jordi Lafèvre qui s'appelait Lydie. Et nous en avions dit le plus grand mal. On avait détesté, c'était absolument pourri. Bon, c'était une tuerie, au point que, avant même de savoir de quoi ça allait parler, je m'en foutais. C'était les auteurs, donc qui avaient fait un truc que j'avais adoré. Et Zidrou est capable de choses très bonnes. On en parle assez souvent pour que vous l'ayez sans doute remarqué. Les Beaux Étés nous racontent l'histoire la famille
d'une famille dont le père est artiste de bande dessinée. Et en gros, il est en train de finir ses planches pour qu'il puisse partir en vacances. Nous sommes en 1973 en Belgique et ils ont décidé de partir tous ensemble vers la Côte d'Azur. Avec ce qu'ils font visiblement tous les ans. Ce qu'ils font tous les ans. Ils partent un peu au hasard, hein, ils savent pas trop. C'est vraiment le départ à l'arrache. Ils se décident pour aller dans le sud, mais ils savent pas où. C'est une famille de... je crois qu'il y a 4 enfants, hein, si je me souviens bien. Je sais plus, ouais, ils sont 3 ou 4 enfants. Ouais, 4 enfants. Et ils partent avec leurs 4L, avec les 4 enfants à l'arrière, sans mettre de ceinture personne, parce que dans 73, ça n'existe pas, tout ça. On n'avait pas de problème de ceinture. De toute façon, 4 à l'arrière, même maintenant, ça n'existe pas non plus, dans une 4L. Ouais, mais à 4 à l'arrière dans une 4L, par contre, t'es tellement serré qu'en fait, en cas de choc, tu as déjà la ceinture de sécurité parce que tu ne peux pas bouger. C'est sûr. Et donc, on va suivre cette famille qui part. Et très très vite, on va se rendre compte, enfin très vite, ça arrive pas tout de suite dans la BD, mais on sent qu'il y a un petit truc qui va pas, il y a un problème dans la relation entre les deux parents. Et on va voir comment cette escapade et les quelques événements, parce que c'est des petits moments du quotidien qui vont arriver, vont faire évoluer cette famille et la faire grandir, entre guillemets, et aussi par le biais de l'ami imaginaire d'un des enfants. Et Luki. Oui, Yuki ou je sais plus quoi. Yuki. Ce qui, ça je l'ai lu dans une critique qui était assez intéressante, n'est pas sans rappeler l'enfant imaginaire de Lydie. Voilà. C'est toujours la personne imaginaire qui va amener la solution. T'as vu, peut-être qu'on peut commencer à analyser du Zidrou, tu vois. On passera ça à un psy, je pense. Hein, ouais, on fera une belle splash. Parce que sinon, du coup, ce serait vraiment faire ça un truc de comptoir et ça peut être... Pardon, moi je t'ai coupé ta chronique. C'est beau, c'est lumineux. Voilà, le dessin de Jordi Lafèvre, mais même quand il pleut, ça irradie de lumière, de beauté, de bonheur et de joie. Même dans les moments tristes, tu as une émotion qui transparaît de ce dessin à la ligne dynamique. Je dirais pas clair, même si on a un dessin très net, mais c'est un travail sur les couleurs, mais qui en jette, quoi. Là, en plus, il s'en donne à cœur joie avec les textures d'époque. Je veux dire, quand il te fait une tapisserie, je sais pas, il a dû demander conseil à Pochep pour aller chercher dans sa base de données de tapisserie années 80, années 70. Parce que c'est... La différence avec le truc, c'est que comme il n'utilise pas exagérément comme peut le faire Pochep dans ses dessins, ça reste... Bon, on voit que c'est les années 70 et tu te dis, ça pique les yeux, mais c'est pas grave, le dessin est beau et fait que ça passe. Et l'histoire, il se passe pas grand chose. Et pourtant, on est pris de l'émotion, on suit ces personnages. Je pense que le côté nostalgie aide beaucoup à accrocher, c'est-à-dire se souvenir de ces époques, de cette année, de comment on faisait les vacances à l'époque, comment est-ce que ça se passait. Le simple fait, tu vois, qu'on ait remarqué, ils sont 4 dans la voiture, ils sont 6 dans la voiture, ils ont pas de ceinture, etc. Montrer cette différence de fonctionnement, le fonctionnement de l'auteur de BD qui doit rendre ses planches pour le magazine, etc., qui a du mal. Si tu t'intéresses à la BD, tu sais un peu ce que c'est. Le travail de la mère, un travail qui lui fait pas forcément, qui essaie de joindre les deux bouts. Qui fait plein de petits boulots, quoi. Voilà. Un réalisme vraiment beau dans ces petits instants, ces petits moments, tout en finesse. Voilà. En gros, au-delà de l'histoire du couple qui est importante, c'est aussi l'histoire d'une famille. J'aurais envie sur ce genre d'histoire-là de rapprocher Zidrou de Jim à une différence près, c'est que Jim, lui, il s'est arrêté à l'histoire du couple, alors que Zidrou, lui, il a grandi, qu'il a eu une famille. Oula. Vas-y, continue, à toi. Oh là, ouais, tu me refais une patate chaude, là. Continue, déjà, je vais changer de sujet, alors. Au niveau du scénario, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que, tu l'as dit, hein, il ne se passe finalement pas grand-chose. C'est le quotidien. Mais c'est le quotidien qui est amené de telle façon, qui est montré d'une manière qui fait que tu te régales, quoi. Tu te régales. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Parce que comme tu dis, il y a aussi un facteur énorme de souvenirs de comment est-ce qu'on partait en vacances. Bon, moi, on n'était pas né en 73. On n'était pas né en 73, hein, mais moi, dans les années 80, quand je partais avec mes parents, je me rappelle la Golf verte de mon père. On partait, on était allongé avec mon frère le matin dedans, on dormait, quoi. On avait une sorte de pseudo-lit aménagé sur la banquette arrière et c'était énorme. Mais voilà, donc ça, c'est le facteur, on va dire, un petit peu Madeleine de Proust qui fait qu'on a envie de lire ça. Maintenant, les personnages ont une gueule, ils sont attachants, c'est bien ficelé. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu. Moi, j'ai lu ça comme une sorte de petit rêve que tu lis, que tu fais rapidement. Voilà, moi, je l'ai lu, je pense, à mon avis, en 20 minutes, une demi-heure grand max. Mais
Et puis voilà, j'avais la banane après l'avoir lu, et c'est vraiment agréable. C'est un tome 1, il y a d'autres tomes qui sont prévus, qui seront sur d'autres époques. Le prochain, c'est 69 apparemment. Je sais pas si ça va être la même famille, des personnages qu'on a croisés, ça m'étonnerait. C'est une année érotique, hein, donc ça va Ouais, être compliqué. donc je suis très curieux de ce que va donner la suite. J'ai l'impression que c'est plus des chroniques qui vont être différentes avec des personnages différents, et c'est d'autant plus casse-gueule qu'il va falloir être aussi bon à chaque fois. Mais bon, hein, 2 sur 2 pour le moment, on verra s'ils feront un 3 sur 3 pour la prochaine. Tu en fais quoi? Ah, je le garde. Ouais, tu le gardes, mais c'est dommage, c'est le mien. C'est pas le tien. C'est pas un SP, je l'ai acheté C'est avec pas le les sous, tien, celui-là. c'est pas le tien. Je vois pas les croix sur le truc. Donc moi je le garde, c'est trop bien comme truc. Ok. Non, je pense que ça c'est vraiment un bon bouquin à offrir aux parents. Ouais. Moi, je sais que mes parents sont à la retraite maintenant, mais je pense que ça c'est une BD qui pourrait leur plaire. De temps en temps, je leur file des trucs, et ça c'est Je vraiment pense que ça pourrait leur plaire, ouais. Pour la Là, liste je de peux Noël, toucher un pour vos parents, vous pouvez mettre ça sur la liste. Je pense que ça les éclatera tellement que... que ça leur bande, bébé. ça leur rappellera, on va dire, leur jeunesse et les moments où ils partaient en vacances avec vous. C'est ça, ouais, c'est ça. Je l'offre à ma famille, quoi. C'est pour la famille. Le Chant du Cygne, par Babouche d'Horizon et RZ, dans la collection Signé au Lombard. Comme c'est bien présenté. Ouais, t'as vu ça? Je sais dire à l'envers, c'est pour ça. Quel talent! Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en avril 1917, la Première Guerre mondiale fait son œuvre. On vient de passer le mythique moment du chemin des dames, c'est-à-dire à peu près la plus gigantesque boucherie organisée par des États à ciel ouvert. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a, paraît-il, une pétition qui a été signée par des milliers de poilus. Pétition en fait qui demande qu'on arrête la guerre, qu'on fasse autre chose, quoi, qu'on essaie de trouver une autre solution, parce que c'est Qu'on arrête de nous envoyer à la boucherie C'est gratuitement, inhumain. juste C'est inhumain, pour voilà. des raisons politiques, en fait. Et eh bien, une petite compagnie va se retrouver, alors ce n'est pas la 7e, va se retrouver avec ce papier en main. Et qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'il faut l'amener en fait à l'Assemblée nationale pour que ce soit lu par un député, pour que ça puisse faire son effet. Et là, on va suivre bien. Sauf que les supérieurs ont tendance à penser que c'est un acte de trahison que de vouloir faire ce papier. Voilà, donc pour eux, ce papier ne doit pas exister, il doit disparaître. Et le sergent Sabian et sa compagnie, eux, vont tout faire pour amener ce papier. Même aller jusqu'à désobéir à leurs supérieurs. Et même s'ils ne sont pas forcément tous d'accord. Parce que même du coup, il y a des personnes de la compagnie qui ne sont pas ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu veux que je l'amène ça? Moi, j'ai rien à faire de ce papier. Mais Surtout le chef de la compagnie, entre guillemets. qui lui était contre au départ. Mais voilà, c'est le choix. Donc ils vont essayer de le mener jusqu'au bout. C'est un choix de plusieurs hommes aussi. C'est-à-dire que c'est le choix de soutenir sa compagnie, même si t'es pas d'accord avec elle, parce qu'ils risquent leur vie pour une cause et que ce sont tes compagnons et que tu ne veux pas qu'ils meurent parce que ce sont tes troupes, c'est tes hommes. Tu es avec eux. Tu fais corps. Jusqu'au supérieur au-dessus, après le lieutenant, je crois. Hein, C'est le lieutenant qui... le lieutenant qui, lui, se retrouve embrigadé dans cette histoire, vraiment contre sa volonté, pour le coup, lui, enlevé quasiment, mais qui, dès le départ, est plutôt un sympathisant de cette idée-là, même si il est obligé de faire, en tout cas au début de l'histoire, profil bas pour vis-à-vis de ses supérieurs. Alors, graphiquement, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est beau. C'est très très beau. Alors, Cédric Babouche est un animateur. Hein. Il a fait un dessin animé il y a peu qui s'appelait Le Jeune Houdini, qui est passé sur France 4, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui était plutôt joli. J'aime beaucoup son travail de façon globale, graphiquement, mais je suis un peu ce qu'il fait sur Internet. Et donc j'avais entendu parler de ça et j'ai fait oh là là, des beaux dessins, la collection signée d'Horizon Scénario, la guerre. Là aussi je me suis dit que c'était un truc que t'allais acheter. Et je l'avais recommandé d'ailleurs en passant en librairie une fois. Je t'ai dit ça, c'est pour toi. je crois que c'était un peu avant Noël. On était en train Ouais. de passer dans une boutique de culture, et on avait fait un peu une sorte de liste. On était tous les deux avec nos téléphones en train de faire ça, on peut l'offrir, ça, je le prends pour moi, ça. Et graphiquement, c'est clair que c'est très très joli. Petit côté Miyazaki. Clairement, voilà. Moi, c'est aussi ça Miyazaki qui Porco Rosso. c'est voilà. Mais si tu veux finir mes phrases, tu fais ma chronique.
Oui, clairement, ça m'a fait penser à Porco Rosso, ça m'a fait penser à ces personnages sur des teintes un peu des fois pastel. Alors plus même les pastels de Miyazaki sur Porco Rosso, c'est-à-dire les dessins qu'il avait fait, Ouais, les illustrations de. les illustrations qui sont en fait à la fin du film. Oui. Et voilà, qui m'ont vraiment fait penser à ça. C'est très joli. Le personnage, le méchant, je me rappelle plus son nom, mais franchement, il fait vraiment très méchant. Ouais, balafré, Une belle gueule cassée, quoi. Hein, et non, c'est bien mené. Après, voilà, faut. C'est une très bonne histoire. Ce que je regrette un peu, c'est une histoire en 2 tomes dans la collection signée du Lombard. Je trouve que chez Signé, il devrait faire des one-shots. Je veux dire, même si c'est un peu plus cher, etc. Ça se mériterait. C'est prévu en 2 tomes. C'est un tome 1 qui est une réussite, qui n'est pas une longue introduction, qui nous met tout de suite dans le bain, qui nous montre bien les horreurs de la guerre, tout en nous montrant des moments agréables. Parce que la couverture, par exemple, nous montre un moment agréable. Alors, même au niveau de l'histoire elle-même, il me semble que tu as juste une fois où il monte. T'as un passage au front quand même, hein, qui est bien gore. Tu as un passage au front, voilà, mais ça dure 6 pages et après, c'est fini. La guerre, on va dire, elle est présente, on en parle, mais on ne la voit plus. Le passage au front était de toute façon obligatoire pour nous montrer l'horreur du truc, pour qu'on comprenne l'état d'esprit des personnages et la peur qu'ils ont. Parce que, en gros, on nous présente aussi qu'ils ont une chance de cocu, quoi. Je veux dire, c'est des mecs, ils sont en vie, mais ils savent même pas pourquoi. Parce que quand on les voit sur le front, ils s'en sortent, mais tu te dis, mais pourquoi eux, quoi? De toute façon, on les envoie à la boucherie, on sait que normalement ils doivent tous crever, et s'ils s'en sortent, c'est un miracle. Ah bah, visiblement, quand tu te dis que les mecs qui sortent des tranchées avec des mitrailleuses en face et qu'il faut qu'ils avancent sur la mitrailleuse, tu te dis, mais comment tu peux pondre un plan aussi con sur un terrain plat, quoi? Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre aussi un point de vue de traître, c'est-à-dire que s'ils désertent, c'est parce qu'ils se sentent trahis par leurs supérieurs, qui leur promettent des choses qu'ils ne leur donnent pas. Bon, après, il y en a un d'entre eux qui fait une connerie. Mais quand même, ce qu'ils demandent, ce n'est que justice, en fait. Bah, ils ont l'impression d'être abandonnés, quoi. On les prend, on les jette. On dirait des instits. Commence pas les parallèles comme ça, il va y avoir le roi des pauvres qui va venir nous dire qu'en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. Fais attention. Non, vraiment un bon bouquin, une bonne histoire. Le tome 2 n'est pas encore paru. Et pourtant, ça fait quand même déjà bien 1 an et demi que c'est sorti, je crois. Il travaille dessus, tu le suis sur Twitter, je crois qu'il a quasi fini. Il part très bientôt, ça sort. part à l'éditeur. Eh ben, écoute, Ouais. c'est une bonne nouvelle. C'est par l'impression. Voilà. J'ai vu quelques dessins. C'est beau, tu en fais quoi? Ça, je garde. Mais ça, tu peux aussi. Ça aussi, c'est une BD à offrir, tu vois. Oui. Mais par contre, attendre qu'il y ait 2 tomes pour. Ouais, j'aurais attendu les 2 tomes pour offrir une histoire complète. Parce que c'est vrai qu'offrir un tome 1 sur une histoire en 2 tomes, c'est toujours bizarre. Sur une histoire en 40 tomes, une saga, je veux bien offrir un tome 1, mais sur une histoire en 2... Ou alors l'avantage, c'est que tu l'offres à quelqu'un que tu connais bien, mais pas non plus. À qui tu vas vouloir faire 2 cadeaux d'affilée. Et bien comme ça, du coup, tu fais l'anniversaire et Noël, tu vois. Ah, pas mal, bon plan. Ouais, comme ça, du coup, tu prévois le truc. Ok. Bon, très bonne bande dessinée que ce Chant du Cygne au Lombard. Ah oui, puis rappelons, d'Horizon, c'est lequel de d'Horizon au scénario? Parce que ils sont 2 frères maintenant. Il y a Xavier d'Horizon. Oui, non, c'est Xavier d'Horizon, hein, c'est celui du Troisième Testament. Hein. Ouais. C'est écrit à la fin ce qu'il a fait. Il y a son nom et tout. Ouais, il me semble que c'est Xavier d'Horizon. C'est Xavier d'Horizon. Voilà, c'est ça. C'est le Troisième Testament, c'est tout ça. C'est le gars qui a lancé tout un genre. L'historique occulte. Pas mal. Thermae Romae. Avec le doigt ou avec la molette? Ouais, non, avec le doigt. Les tomes 5 et 6 de Thermae Romae. Une bande dessinée de Marie Yamazaki. À lire dans le bon sens, sinon ça fait un film de Luc Besson. Donc, quoi qui est paru chez je ne sais plus qui, parce que je l'ai acheté chez France Loisirs. Nous avions beaucoup apprécié les premiers tomes, dont je vais vous résumer l'intrigue. Nous allons suivre un Romain qui s'appelle Julius Quintus, si je me souviens bien. Ouais, les noms, tu l'as lu il y a longtemps, toi. Mais attends, Julius Quintus, c'est pas mal quand même. Ouais, qui est donc un architecte qui travaille dans les bains et qui a totalement perdu l'inspiration, qui sait plus trop quoi faire. Jusqu'au jour où, alors qu'il est en train de prendre un bain en réfléchissant, il se casse la gueule, il tombe dans l'eau, et quand il se réveille, il arrive dans un pays étrange, le pays des visages plats. En fait, c'est le Japon contemporain. Et il découvre comment fonctionnent les bains et tous les mystères de ces choses-là.
Et la série commence comme ça. On va suivre un peu plein de courtes histoires où à chaque fois il va tomber dans un truc, ça va lui donner une nouvelle idée qu'il va importer dans la Rome antique. Il va se retrouver à être conseiller de l'empereur. Petit à petit, il va gagner sa confiance. Et c'est plein d'histoires courtes. Et très très vite, on se disait, mais où va aller l'auteur? Parce que c'est bien sympa tout ça, à un moment donné, il va plus y avoir grand chose à raconter. Et l'auteur a trouvé comment faire en mettant en place un fil conducteur. Alors dans un premier temps, ça a été d'autres architectes, des tenanciers de bains qui râlaient un peu parce que les choses qu'ils mettaient en place ne leur convenaient pas. Donc beaucoup d'intrigues politiques, ils voulaient se débarrasser de lui et le faire tuer. Et dans un deuxième temps, l'intrigue a complètement twisté. Ça, c'était dans les tomes précédents. Et il se retrouve coincé dans le Japon contemporain et il tombe amoureux d'une jeune femme institutrice qui rencontre là-bas et qui parle latin. Ouais, surtout, voilà. Ça, c'est le coup de balle, il est tombé sur la seule, peut-être, je suis désolé, hein, la seule japonaise qui parle latin. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup quand même qui sont capables de parler en latin. Et alors après, en plus, t'imagines le romain avec un caractère latin, justement, au Japon. Il est détendu du gland, quoi. Ouais, c'est ça. Il a la cool et puis il comprend rien. Il est carré. Il pense que c'est comme ça. Il a du mal il capte pas tout de suite ce qui est dans le futur, tout ça. Et donc, on va voir en parallèle cette histoire d'amour. Et pareil, la jeune fille, sa famille a un établissement de bain qui est menacé et lui veut trouver un moyen pour le faire vivre et le faire tenir le plus longtemps, tout en aidant l'empereur dans son époque qui est mourant. Et à qui il va offrir les plus beaux bains de l'Empire avant qu'il décède. Ouais. Mari Yamazaki fait quelque chose de très bien, c'est que tous les quelques chapitres, elle met quelques pages où elle nous raconte son contexte et aussi, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, son processus d'écriture. C'est qu'elle nous le dit clairement. Oui, alors à un moment donné, je me suis dit, mes histoires courtes, je savais pas trop où j'allais aller, alors il fallait que je trouve quelque chose. Je suis surpris que ça ait autant marché. Il y a eu des films. Je veux dire, ils ont tourné des téléfilms là-dedans dans les décors de la série Rome de HBO, quoi. Ça déchire. Ça déchire. Voilà. Après, en plus, c'est une personnalité japonaise très étrange parce que je pense que c'est une japonaise qui n'a pas vécu tant que ça au Japon parce qu'apparemment elle est mariée à un ambassadeur ou je sais pas quoi et elle passe son temps à travers le monde. Trop dur la vie. Ouais, elle dessine des mangas entre temps. Bon, ça l'empêche pas d'avoir 4 ou 5 assistants. Je sais pas comment ils travaillent. Elle a un nombre d'assistants japonais. Ouais, mais ça c'est l'avantage d'Internet. Et on arrive à la fin et alors voilà, ces 2 derniers tomes, on est plus dans l'histoire d'amour que dans l'histoire d'architecture, mais il y a quand même encore quelques rapports entre avec l'architecture, avec l'histoire, avec l'amour des bains en fait. C'est surtout ça aussi. Après, donc, on va quand même être honnête. Pense quand même que la fin de l'histoire est devenue presque le bain est devenu anecdotique. Oui, même si l'image finale, les deux scènes de fin, sont 2 bains très importants. Oui, mais parce qu'on montre des, c'est pas parce que tu montres un bain que c'est le personnage central. Oui. Mais elle a réussi à tomber sur ses pieds. C'est-à-dire que toute la continuité de l'histoire d'amour, de comment ça marche, est devenue anecdotique. Mais elle retombe sur ses pieds à la fin avec les 2 scènes finales qui t'expliquent l'importance du bain dans la vie de quelqu'un. Ouais, voilà. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on s'en éloigne un peu. Mais c'est bien dessiné, c'est dynamique, c'est sympa. C'est une petite romance légère et piquante. Et puis en plus, on a appris des choses. Voilà. Mais clairement, quand tu m'as fait le pitch pour essayer de me vendre ça l'an dernier, hein, c'était l'an dernier, tu m'as essayé de vendre ça. Ouais, c'est un fabricant de bains romain qui, en fait, à chaque fois qu'il tombe dans l'eau, s'évanouit et il se réveille en fait dans le Japon contemporain et il voit les bains japonais et il ramène des inventions en fait dans les bains. Et là, tu fais ah ouais. Là, tu te dis c'est quand même l'histoire plus qu'improbable, mais ça fonctionne, même si c'est des pavés, parce que du coup, chez François Léa, les mettre c'est du double volume. Double volume, mais ça se lit. Alors, c'est pas le récit ultra palpitant, c'est pas plein d'action, mais j'ai trouvé ça super efficace et super intéressant. Il y a une jument qui tombe amoureuse du romain. Ah ouais, la jument. C'est super rigolo. La jument caractérielle en plus. Hein. Oui, c'est assez rigolo. Enfin, il y a des trouvailles sympas. Puis l'auteur t'explique son making-of, en fait. Elle te dit, ouais, alors cette scène-là, en fait, je voulais faire une scène de course de char et je l'ai intégrée dès là parce qu'il fallait que je trouve une astuce pour le faire, quoi. Enfin, il y a plein de... Justement, le petit bonus d'avoir le making-of, hein, les pensées de l'auteur dedans, c'est quand même, je trouve, le vrai plus. Parce que quand tu lis
justement comment ça a été réalisé certaines fois, où du coup son mari aussi lui a dit mais comment tu peux faire pour mettre telle sculpture avec un bonnet de bain dessus, ça se fait pas, c'est pas possible, on peut pas voilà, c'est ça, c'est là aussi où je trouve que il y a tout le vécu qui est intéressant dedans, quoi. Oui, voilà, je me suis senti très proche de l'auteur, en fait. Ça m'a semblé très sympa. Voilà, on est dans une sorte d'intimité sympathique. Voilà, c'est une bonne BD que j'offrirai à des historiens. Parce que je pense que des historiens pourraient prendre un vrai plaisir à découvrir ça, parce que peut-être qu'ils connaîtraient la culture romaine, mais ils apprendraient peut-être des choses sur la culture asiatique, parce que j'ai appris des choses sur la culture asiatique, que j'ignorais. Ah oui, spécial dédicace au personnage que j'ai adoré dedans, c'est Tommy Lee Jones. Il y a un clone de Tommy Lee Jones, là c'est le grand-père de la jeune fille, c'est le Tommy Lee Jones japonais qui est chiropracteur, et c'est le chiropracteur de la mort. Il est trop fort, et il fait la même tête que Tommy Lee Jones dans ses films, c'est-à-dire pas de sourire. Ah non, il tire toujours la tronche et il est taciturne, tout, et quelques trouvailles sympas, voilà. Enfin, c'est un personnage que j'ai trouvé très très réussi dans les 2 tomes. Ok. Bon, et moi je le ferai d'historien, et toi t'en fais quoi? Alors moi clairement je l'aurais jamais acheté. Mais voilà, mais c'est une bonne découverte, c'est un bon petit plaisir. Mais clairement, je saurais pas ce que j'en ferais en fait. Je le garderai pas chez moi et je sais pas à qui l'offrir. Bibliothèque, c'est pour Une la petite histoire. bibliothèque, ouais, ça peut être un truc intéressant. Mais je pense que même, alors là, je me projette, mais je pense que même pour des collégiens ou quoi, ça peut être intéressant, tu vois, d'en lire des petits passages. Bon, en plus, du coup, il y a des hommes nus, donc ça peut être intéresser des gens. Tu l'as déjà vu, monsieur tout nu. Il y a des femmes nues aussi. Hein. Tu aimes les films ce qui est très très fort, c'est que la nudité n'est jamais traitée sexuellement. C'est toujours de la belle nudité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une très grande décence dans la façon dont c'est représenté, alors que beaucoup d'auteurs en auraient profité pour faire du regarde, il y a quelqu'un tout nu. Là, non, jamais. Bravo. Oui. Bravo, donc c'est bien dit. Express. Alors, tu vas nous parler de The Walking Dead 23. The Walking Dead 23. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Express. Il faut que je fasse un spoil. Express. Tu dis vite fait Bon, ce qui se passe avant. alors, Sans trop spoiler. Allez. donc, C'est dur, hein. bon, Rick est devenu le chef d'un village. Il a réunifié d'autres villages avec lui. Et maintenant, Carl, il a un peu envie de vivre sa vie. Il a envie d'un peu d'apprendre un métier parce que on se retrouve désormais dans une sorte de micro-société dans laquelle on peut pas rester oisif et il faut se trouver un taf. Pas mal, non? Ouais. Et donc, Carl part dans une des sortes de colonies, on va dire, de l'Empire de Rick. Et Carl va essayer de trouver un taf. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans Walking Dead, Toujours. dans les patrouilles que font cette colonie autour de chez elle, une des patrouilles n'est pas revenue et un des gars qui est rentré en errant à peu près errant comme un fou. Non, en errant, c'est passé, il n'y a pas de H à errer. C'est pas faux. Voilà. Vas-y, continue à narrer En l'errance. En errance. Alors, il était en train de errer comme un fou en disant que les morts parlent. Et là, Voilà. Donc, tome précédent, en gros, il rencontrait... un autre c'était eux groupe- les chefs, et c'était les gens errants qui rentraient dans le groupe, et donc on avait l'image inverse de ce qui se passait dans les précédents tomes de Walking Dead. c'est-à-dire la troupe de Rick qui croisait des survivants et ils essayaient justement de savoir si c'était des gens bien ou pas. Là, justement, ce sont des nouveaux qui arrivent dans la colonie de Rick qui se posent la question, est-ce que c'est pas des enculeurs de maman qui vont essayer de nous dépousser ou qui vont essayer de nous bouffer? Non. Et là, il nous montre qu'il y a d'autres moyens de survivre que les choix qu'ils ont faits. Mais vraiment d'autres. Voilà. Et c'est très intéressant. Pourquoi continuer à lire ça? Alors, clairement, la dernière fois, j'étais en train de me dire, ouais, ça c'est nouveau, c'est peut-être pas mal. J'ai commencé le tome et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. T'as vu, j'en ai parlé pendant 2-3 jours, je disais, ouais, j'ai lu 4 pages, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. J'ai lu 5 pages, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Et finalement, quand je suis arrivé à un moment clé de l'histoire, et là, ça a glissé tout seul. Ça a glissé, ouais, voilà, ça c'est ma C'était le glissade. moment Vaseline. C'est le moment Vaseline. Et là, j'ai glissé directement jusqu'à la fin du tome. Et oui, c'est intéressant parce que ça amène autre chose.
par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Walking Dead. C'est d'autres types d'intrigues. On n'est plus dans la survie directe, on est dans la survie du groupe plus que dans la survie de la personne. Enfin, le groupe a grandi, donc ça change l'histoire. Et on est dans la politique. Bah surtout, voilà, maintenant c'est vraiment, enfin, c'est plus autant action que ça l'était au début. Et le héros maintenant, c'est Carl. Et Clairement. là, où Eric, on l'a vu, je crois, 2-3 pages dans tout le bouquin, quoi. Non, vraiment, c'est. J'avais eu un gros doute sur Walking Dead à un moment. Je trouve que ça commence à être intéressant au niveau du renouveau. À suivre. Altaïr, le tome 5, 6, et tu vas peut-être même on va peut-être pouvoir aller jusqu'au 7, hein, vu que tu as lu le 7 aussi rapidement. Ok. Nous suivons les aventures de Mahmoud Pacha dans un monde Mammouth Papacha. Oui, plus Pacha. Enfin, Mahmoud, plus Pacha. Donc, qui était un Pacha dans un monde médiéval, turquisant, moyen-oriental, bizarre, très inspiré de cette époque-là, mais Tugrul. Mammouth Tugrul. voilà, Mahmoud Tugrul, qui était le plus jeune Pacha, donc en gros il dirigeait une partie de l'armée, et suite à une connerie, dans les premiers tomes, se retrouve, disons qu'il y a une intrigue politique, se retrouve démis de ses fonctions, et devient un peu errant, et à partir à travers le monde, et à travailler pour une sorte de secte, on va dire de réseau secret, on va dire, voilà. Alors, on va dire de renseignements généraux, quoi. Voilà, de services de renseignement à travers le monde. Et chaque tome, on va le voir suivre un peu, aller dans un nouveau pays, se retrouver au milieu d'un conflit, le régler ou pas, dans des scènes d'action complètement hallucinantes par rapport au reste du ton du bouquin. Parce qu'en gros, il utilise des armes, on dirait vraiment du jeu vidéo où ça part dans tous les sens. Mais voilà, c'est le côté un peu what the fuck, je dirais. Ouais, mais du bouquin. ça passe un peu avec Ça les passe tomes. bien. Non, mais même, Oui, ça s'est calmé. Ça commence à se calmer avec les tomes, quand même. Et on a une intrigue très très riche. Moi, alors pour le moment, je n'ai lu que le tome 5. 6 et 7, je vais les enchaîner parce que je pense qu'il vaut mieux les enchaîner. Tome 5, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que, putain, on a tout le système politique. Alors heureusement, au tome 5, il commence à tout nous résumer au Oui, début. oui. Et là, je fais, c'est le tome qu'il fallait pour recommencer. Il nous résume tout. Qui est le sultan, qui est le pacha, quels sont les trucs avec les frontières, les États qui sont amis, pas amis, l'empire voisin qui est des ennemis. Enfin, un bordel géopolitique où on se perd. Et franchement, les premières pages, pendant la lecture du tome 5, je suis souvent revenu dessus. Puis les enjeux du tome sont mis en place et on rentre enfin dedans. Et en fait, c'est super intéressant parce que on a une intrigue politique sympathique, des personnages qui sont plutôt intéressants et cool. Pas mal de personnages, mais rapidement on arrive à identifier. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnages qui tournent autour de l'histoire principale, mais il arrive pour une intrigue à resserrer sur moi. En fait, concrètement, ça parle de quoi? Parce que là, tu es en train de nous faire toute la géopolitique Voilà. du truc. Bon, mais bref, le 5. là, en gros, dans ce tome-là, il se retrouve emmerdé parce qu'il y a un vote qui est fait entre la région principale qui, normalement, a toujours raison. C'est-à-dire que, selon la loi, même si sur un vote, les 4 autres régions sont contre, si la région principale dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que là, les 4 sont contre, mais politiquement, ça la fout très mal à la région principale de pas prendre ça en compte. Et il y a des mouvements de révolte qui se mettent en place et on essaie de régir ça, surtout que l'empire voisin va venir leur poutrer la gueule et qu'il vaudrait mieux qu'ils soient unis s'ils veulent s'en sortir. En gros, on va essayer de rallier notre ancienne union alors qu'on n'est plus trop d'accord. Alors, que fait donc Mahmoud? Et Mahmoud, lui, se retrouve au milieu d'une intrigue. Il arrive dans une ville et il arrive vraiment au plein cœur de cette intrigue au milieu. Et il sait pas trop de quel côté prendre parti parce que tout le monde a un peu raison, mais bon, lui, il a son honneur et il veut unifier tout ça. Et il essaie de régler le problème comme il peut de l'intérieur. Voilà. De l'intérieur, Parce c'est qu'il se ça. fait un peu enlever. Un enlèvement politique, c'est vous êtes mes invités. À titre définitif. C'est très dur de faire un résumé de ce truc en express en fait. très Pourquoi dur. est-ce que je continue Parce qu'en fait c'est très très bien écrit, c'est très bien dessiné, le dessin est d'une élégance que j'aime beaucoup, un travail sur les costumes, sur le mouvement qui est sympa. Ça a l'air un peu prise de tête comme ça, mais en fait ça se suit très très bien. Ce qu'il faudrait, c'est vrai, c'est peut-être plus que 2 pages de résumé au début pour te remettre de chaque tome, pour te remettre l'intrigue géopolitique, parce qu'on s'y perd un peu. Bref, c'est une bande dessinée à suivre. Je pense que tu as autre chose à rajouter, à part que tu vas nous en parler un peu plus longuement. Dans la splash page, mais dans la pour ça, on splash va rien page, rajouter maintenant. Je pense qu'on peut clore là. C'est une très bonne série. Pour l'instant, je crois qu'ils en sont à 14 ou 15 tomes au Japon. Nous, le tome 7 est paru en France. J'espère par contre que ça va peut-être pas non plus trop durer dans la longueur. Qu'on ne sera pas une série en 90 tomes, parce que ce serait fou. Oui, j'espère aussi. Nous avons fini cette émission.
Eh oui. Et oui, c'était une belle émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir toutes ces magnifiques bandes dessinées avec nous, que vous a donné envie de lire de la bande dessinée, de lire des choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est bien ça, hein, pour une prochaine Splash Page. Splash Page. Où tu nous parleras des rapports entre Altaïr et Game of Thrones. Altaïr, non, c'est Altaïr versus Game of Thrones. Altaïr versus Game of Thrones. Voilà. C'est le fight de la mort, le combat, le duel. Ensuite, nous aurons moi qui vous parlerai un peu de crowdfunding, parce que le crowdfunding, c'est bien. Encore ? Oui, c'est bien le crowdfunding. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on réussit, selon moi, une campagne, et pourquoi est-ce qu'il y a des campagnes comme celle de Laurel qui cartonne et d'autres qui ont plus de mal. Quelles sont les réussites du succès ? Quoi ? Quelles sont les réussites du succès ? Moi, j'aurais plutôt dit les clés du succès. Oui. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Parce que les Moi, j'aime bien réussites, les réussites du succès. les réussites du succès, c'est Siva. Tu t'appelles Siva, non ? Tu veux gagner $5 000 sans sortir de chez toi ? Regarde cette vidéo et je t'expliquerai tous les secrets. Voilà. Sur ce, je crois qu'on se dit la semaine prochaine. On revient en plus, donc un peu plus longtemps, je crois, hein, l'émission suivante. Alors, on s'excuse. La prochaine... alors, la Flash Page, ça va être top. Hein. Mais alors, l'émission d'après, quel son de merde on va avoir ? J'ai une sorte d'intuition, je lis dans l'avenir. Ouais, il y a eu un petit problème au niveau de la mise en place. Un mec qui... Ouais, on avait un assistant et l'assistant a merdé, quoi. Voilà. Mais c'était Isaac, il a pas voulu enregistrer, mais il a fait toute la pose du matériel et c'était de la merde. Bon, sur ce, je vous dis à ciao, à bientôt. Bye bye à tous. Ciao, ciao.